voudrais remercier Véronique et Alain pour l'organisation de ce séminaire. Pardon. Je veux remercier aussi l'intervenant qui m'a précédé pour le contexte, que j'ai trouvé très intéressant. Justement, je pense que pour les juristes, c'est très important. Et vous allez voir que c'est ce qui m'a manqué un petit peu. Et justement, c'est la première occasion que j'ai pour travailler sur la CRI dans le contexte de la charte européenne des langues régionales et minoritaires, que je connais un petit peu. Donc, c'est ce qui m'a permis de découvrir plusieurs éléments que j'ai trouvé intéressants, mais surtout avoir plusieurs interrogations. Et justement, je pense que c'est pas en tant que juriste que j'aurai un début de réponse, d'où l'intérêt de mon séminaire interdisciplinaire, justement. Alors, la Serbie est donc membre du Conseil de l'Europe depuis 2003. Donc à l'époque, c'était la Serbie et Monténégro. Et la Serbie a signé la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires en 2005 et elle est entrée en vigueur en 2016, donc assez vite après sa ratification, après sa signature. Alors, quelques mots sur les caractéristiques de ce traité, caractéristiques qui ont une influence dans le cas de la Serbie. Alors, il y a plusieurs caractéristiques principales, comme vous le voyez sur le PowerPoint. Alors, tout d'abord, il s'agit du seul traité international dont l'objet exclusif est la protection des langues régionales et minoritaires. Deuxième caractéristique, il s'agit de ce qu'on appelle un traité à la carte. Cela veut dire que les 25 États parties peuvent choisir les dispositions de la charte qui s'engagent à respecter. En réalité, ce choix s'applique uniquement à la partie 3 du traité, car la partie 2 prévoit des mesures qui s'appliquent à toutes les langues régionales ou minoritaires dans les États parties. Toujours est-il que lorsque les États ratifient le traité, lorsqu'ils l'acceptent, ils identifient dans un instrument de ratification les langues régionales ou minoritaires et les mesures de protection de la charte qui vont appliquer. Enfin, troisième caractéristique de la charte, c'est qu'elle ne prévoit pas un juge chargé de se prononcer sur le respect de ces dispositions. Elle prévoit l'existence d'un comité d'experts qui est composé de linguistes, de sociolinguistes et de juristes qui se prononcent sur ce point après des visites faites sur place, c'est-à-dire dans les États qui sont évalués. Alors, pour expliquer brièvement, la charte fonctionne sur la base d'un système de rapports périodiques. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les États rédigent des rapports dans lesquels ils indiquent les mesures qu'ils ont prises, pour respecter la charte. Et ensuite, le comité adopte son propre rapport dans lequel il évalue le respect par les États. Cet objet de la charte a conduit les auteurs à définir les langues régionales ou minoritaires, c'est-à-dire l'objet même du traité. Donc, comme vous le voyez sur le PowerPoint, sur Zoom, donc je vous ai mis la définition, où il y a des critères qui permettent d'identifier ce qu'on appelle les langues régionales ou minoritaires, les critères qui permettent de les inclure, par exemple les pratiques traditionnelles, territoriales, mais aussi des critères qui permettent de les exclure. Il ne faut pas qu'il s'agisse des langues des migrants, des dialectes des langues officielles. Et on a aussi la question des langues dépourvues de territoire, ce qu'on appelle des langues non territoriales, qui sont également incluses dans le contexte de la charte, même si elles doivent aussi être historiques, etc., etc. On va revenir sur certains de ces critères plus tard. Sur la base de ce texte, il appartient aux États, mais aussi au comité d'experts, d'identifier juridiquement les langues qui vont bénéficier des mesures de protection de la charte. Cela étant, en termes de catégorie de langues protégées par la charte, si on regarde la pratique des États et du comité, la situation est un peu plus complexe. Il y a certains États, 2, en l'occurrence sur 25, qui font une distinction entre ce qu'on appelle les langues régionales et les langues minoritaires. Ensuite, il y a d'autres États qui utilisent soit langue minoritaire, soit langue des minorités nationales, où ils parlent sous, si je veux dire, simplement de langue. Enfin, pour ce qui est des langues dépourvues de territoire, la référence existe, mais elle est finalement assez rare, assez ponctuelle. Et
Dans certains cas, c'est la catégorie générale langue régionale minoritaire qui est utilisée comme catégorie englobante. Il y a donc une diversité de catégories évoquées par les États. Et ces diversités de catégories ou de notions, peut exister au sein d'un même État. Et c'est le cas justement de la Serbie, parce que pour ce qui est de la Serbie, si on regarde les documents, c'est-à-dire l'instrument de ratification et les rapports, dans l'instrument de ratification, on évoque la notion de langue régionale ou minoritaire, alors que dans les rapports, c'est surtout la notion de langue minoritaire qui apparaît. Pour ce qui est toujours de la Serbie, quelles sont les langues justement qui sont protégées dans le cadre de la charte? Et là aussi, on constate qu'il y a une divergence, une différence qui existe selon les documents. Pour l'instrument de ratification, 10 langues sont mentionnées, que vous voyez affichées, donc l'albanais, le bosniaque, le bulgare, etc. Alors que dans les rapports et dans la protection effective, en réalité des langues sous la charte, il y en a 14. Et justement, j'ai surligné les langues qui n'apparaissent pas dans l'instrument de ratification, mais qui sont néanmoins protégées par l'État et contrôlées par le comité d'experts dans le cadre de la charte. Donc il y a 4 langues en plus, le valaque, le macédonien, l'allemand et le tchèque. Je tiens à préciser que j'utilise les appellations qui sont présentes dans les rapports et avec ma prononciation à moi. Okay. Et donc, ce qui paraît intéressant, et je vais focaliser ma présentation sur ce point, ce sont les critères qui sont utilisés pour identifier justement ces différents plans qui seront protégés sous la charte. Alors, ces critères sont mentionnés par l'article 1er de la charte, que j'ai évoqué tout à l'heure, mais ils sont complétés par l'interprétation des États et du comité. Et donc, je vais utiliser les rapports de la Serbie et du comité pour la présentation de ces critères. Alors, plusieurs intérêts pour cette identification. Premier intérêt qui est méthodologique. Pourquoi? Parce que la définition des langues régionales ou minoritaires nécessite une approche interdisciplinaire. Les critères utilisés mobilisent des notions juridiques, mais aussi des données sociologiques, historiques, sociolinguistiques, politiques, etc. Deuxièmement, il y a aussi un intérêt pour le juriste en soi. Pourquoi? Parce que lorsque l'État, à travers le droit, le comité aussi, identifie ces langues régionales, il doit pouvoir saisir toutes les caractéristiques, finalement, de ces réalités, de ces phénomènes linguistiques qu'il faut intégrer, en quelque sorte, dans le monde du droit. Donc, il faut que le droit, et finalement la charte, s'adapte à la multiplicité, à la diversité de ces phénomènes linguistiques. Mais il y a aussi un phénomène inverse, c'est-à-dire que le droit, lorsqu'il identifie ces langues minoritaires, il va avoir une influence sur ces phénomènes linguistiques. Pourquoi? Parce que ça permet de consacrer l'existence d'une langue, régionale ou minoritaire, en tant que telle. C'est-à-dire qu'il y a une certaine dimension performative de cette identification qui est symbolique et qui a une importance pour les locuteurs. Ça permet à leur mode d'expression d'accéder à un statut de langue. Et on verra que dans certaines circonstances, en Serbie notamment, pour les locuteurs, ce n'est pas toujours dans ce sens-là que cela. Mais ces dimensions performatives, en réalité, dans la charte, elles n'existent pas. Pourquoi? Parce que la charte entend définir les langues régionales, les langues minoritaires, d'une manière objective. Qu'est-ce que cela veut dire? Elle ne veut pas consacrer un droit individuel, un droit des individus de parler leur propre langue et donc de laisser les individus donner une influence à l'individu dans la définition de ce qu'est une langue régionale ou minoritaire. Donc, les critères prévus par la charte sont objectifs. Mais cette prétention objective de la charte, qui se confirme dans l'utilisation de certains critères, est également subjectivée ou subjectivisée par les États et par le comité. Comment? Cette subjectivisation se manifeste soit par la prise en compte de la volonté des locuteurs, ceux qui veulent, par exemple, ou non que leur langue soit considérée comme une langue régionale ou minoritaire, mais aussi par l'appartenance des locuteurs à une minorité. Donc, cette qualité des locuteurs permet de subjectiver en quelque sorte l'identification des langues régionales ou minoritaires. Et ces éléments généraux
irrigue aussi l'identification des langues régionales ou minoritaires en Serbie. Car, à la lecture des rapports, on est en présence d'un enchevêtrement, d'un mélange de critères d'identification. Certains de ces critères révèlent une identification objective sans subjectivisation. Cela, on va voir, je vais passer assez vite, ne soulève pas de difficultés particulières. Mais dans le même temps, ces critères-là se mélangent avec d'autres qui ont une dimension subjective. Donc, dans un premier temps, on va évoquer quelques critères révélant cette identification objective. Alors, dans le cas de la Serbie, plusieurs de ces critères prévus par le texte de la charte ont été interprétés d'une manière objective, c'est-à-dire sans référence à la volonté des locuteurs, je le répète, ou à l'appartenance des locuteurs à une minorité nationale. D'une part, il s'agit de la pratique traditionnelle ou historique de la langue conservée, ce qui est un critère prévu par l'article 1er. Alors, en principe, l'historicité de la langue n'est pas facile à appréhender, c'est-à-dire quelle est la durée exigée pour qu'on considère qu'une pratique est traditionnelle. Alors, le rapport explicatif de la charte précise juste, comme vous le voyez, que la charte couvre seulement des langues historiques, mais on ne sait pas non plus ce que ça veut dire. Alors, dans le cas de la Serbie, cette historicité ne soulève pas de difficultés. Contrairement à d'autres États, le comité d'experts, pour les 14 langues identifiées, précise, là par exemple pour le ruthène, qu'il est parlé depuis le XVIIIe siècle. Bon, donc ça, il n'y a pas eu de difficulté. Deuxième critère objectif, c'est le critère territorial. Le critère territorial, alors, le territoire linguistique est identifié par les acteurs de la charte. Ils utilisent un mélange de données historiques, sociologiques, des recensements, des sondages, etc. Mais l'absence d'une assise territoriale ne signifie pas que la langue en question ne va pas être couverte par la charte. Dans ce cas de figure, il s'agira d'une langue dépourvue de territoire. Bon. Dans le cas de la Serbie, c'est le romani qui est considéré à la fois par l'État et par le comité d'experts comme une langue dépourvue de territoire. Donc, certes, l'État considère que la législation interne n'établit pas de distinction entre langue territoriale et non territoriale, mais il affirme quand même que le romani correspond à ce que la charte appelle une langue non territoriale. Donc, en somme, pour cette première partie très rapide, l'historicité, la territorialité, définition de manière objective, et il n'appelle pas, dans le cas de la Serbie en tout cas, de développement supplémentaire. Mais il y a d'autres critères qui ont été utilisés et ces critères-là subjectivisent finalement l'identification des langues minoritaires en Serbie. Donc, c'est ce qui fera l'objet de ma deuxième partie. Alors, cette identification subjective, en réalité, couvre deux cas de figure. D'une part, il s'agit d'une définition subjective de l'un des critères de la charte. Et ce critère est celui relatif à l'existence même de la langue. Alors, l'existence individualisée, si j'ose dire, d'une langue renvoie à la distinction entre une langue et un dialecte. Une question qui repose à la fois sur des éléments linguistiques, sociolinguistiques, politiques. La charte se réfère à ce critère pour exclure de son champ d'application les dialectes des langues officielles. Dans le cas de la Serbie, cette hypothèse n'a pas soulevé des difficultés car aucune des 14 langues minoritaires couvertes par la charte n'a été considérée comme un dialecte du serbe. Mais le débat a pu surgir quant à la qualification d'un idiome en tant que langue ou dialecte d'une autre langue minoritaire présente dans l'État, et notamment en Serbie. Et dans cette hypothèse, l'appellation des langues conduit l'État à nommer, tout simplement, celles qui sont des langues minoritaires. Donc cela revient à reconnaître leur existence symbolique comme langue et non comme dialecte. Donc en Serbie, cela a concerné deux langues, on peut dire notre copain le Bunjevac.
Et on va voir après le valak. Cela va susciter des questions. Pour le roumain. Pour ce qui est de la première langue, il faut savoir que à l'origine, la Serbie ne l'a pas incluse dans son instrument de ratification. À la base, la Serbie ne refusait pas en soi qu'il s'agissait d'une langue minoritaire, mais il considérait que l'absence de standardisation ne permettait pas de lui appliquer les mesures de la charte. Donc, ensuite, le comité d'experts a interrogé le statut de cette langue. Il a mentionné le fait que certains estiment que le bourguignat serait un dialecte du croate, sans en tirer une conclusion quelconque. Bon, il a cependant considéré que l'absence de standardisation ne signifiait pas que ce n'était pas une langue minoritaire. Bon, l'État n'a pas répondu au sujet de sa qualification comme dialecte ou comme langue, et il a estimé ensuite que la langue était couverte par la charte. Donc, dans le contexte de la charte, cela n'a pas soulevé des difficultés supplémentaires. Plus compliqué, par contre, a été le statut du valak. Dans le premier rapport du comité d'experts, celui-ci a souligné que le statut de cette langue n'était pas clair. Pour lui, les membres de la minorité valak étaient divisés sur la question de savoir si le valak était une langue ou un dialecte du roumain. L'État devait donc clarifier cette question en coopération avec les locuteurs. À ce stade, il faut savoir qu'en Serbie, les personnes qui appartiennent à des minorités peuvent élire des conseils des minorités nationales qui ont plusieurs compétences dans le domaine de l'éducation, de l'usage officiel des langues, etc. Le fonctionnement de ces conseils mériterait, à mon avis, une étude approfondie, mais on n'a pas le problème. Toujours est-il que ce conseil national de la minorité valak a joué un rôle dans le débat relatif au statut de cette langue. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, au début, c'est le Conseil national de la minorité valak qui considérait que le valak était un dialecte du roumain et non une langue minoritaire. Alors pourquoi? Peut-être qu'il y avait des dissensions politiques au sein même de la minorité. Ça, interdisciplinarité, voilà. Je pense que ça va être très utile. Une autre raison que j'ai pu identifier est le fait que les autorités serbes refusaient l'utilisation officielle du valak dans certaines communes car la langue valak n'était pas standardisée. Or, le Conseil national à l'époque ne souhaitait pas la standardisation de cette langue, mais l'usage officiel du roumain dans ces communes. Alors, je ne connais pas le contexte local, mais pour moi, il s'agissait peut-être d'une instrumentalisation de l'existence de la langue à l'envers. Qu'est-ce que cela veut dire? Vu que le valak ne pouvait pas être protégé comme langue, parce qu'on disait, ça impliquait des efforts de la part de l'État, valait mieux le protéger comme dialecte du roumain, car le roumain bénéficiait plus facilement d'une protection. Donc peut-être qu'on refuse que cet idiome soit considéré comme une langue, alors que généralement, ce n'est pas le cas. C'est les locuteurs qui poussent pour qu'un idiome soit considéré comme une langue. Bon. Alors, face à ce débat, la Serbie a réaffirmé l'existence du valak en tant que langue et non en tant que dialecte. Et pour cela, l'État a utilisé deux arguments. Premièrement, lors des recensements, des personnes ont déclaré que le valak était leur langue maternelle, on va y revenir plus tard. Deuxièmement, l'État dit qu'il a accepté la création d'un conseil national valak et d'un conseil national roumain, ce qui implique la reconnaissance de la langue valak comme caractéristique de l'identité de la minorité valak. Bon. Les élections suivantes du Conseil national de la minorité valak ont changé sa composition et sa position sur la question a changé également. Désormais, il considère que le valak est une langue et non plus comme un dialecte du roumain. Alors, ce débat relatif au valak révèle que l'identification des langues minoritaires en Serbie n'obéit pas seulement à cette logique objective prévue par la charte, c'est-à-dire que la volonté des locuteurs, l'existence d'une minorité nationale, a une influence sur l'interprétation d'un des critères présents quand même dans le texte de la charte. Et cette subjectivisation va encore plus loin
lorsque l'État rajoute en quelque sorte des critères à ceux qui sont prévus par la charte et des critères uniquement subjectifs, et c'est ce qui fera l'objet de ma dernière partie. Alors, en Serbie, plusieurs critères d'identification ne sont pas présents dans la charte. Ils s'inscrivent dans une logique de protection des minorités nationales, ce qui est le cas aussi dans d'autres États, en Autriche, en Slovénie, par exemple. Alors, dans le cas de la Serbie, cette subjectivisation ressort de plusieurs éléments. Tout d'abord, la Serbie affirme identifier non les langues régionales minoritaires, mais les locuteurs des langues régionales ou minoritaires. Et je ne sais pas pourquoi ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Oui. Donc, la Serbie entend identifier les locuteurs des langues minoritaires et non les langues en tant que telles. Et cette définition des locuteurs, en réalité, est opérée en référence à la notion de minorité nationale définie elle-même par la législation serbe. Donc, je vous ai mis la définition évoquée par l'État avec les différents critères qui sont prévus. Et donc, sur la base de ces définitions, je me dépêche parce que je pense que j'en ai pas, sur la base de ces définitions, l'État va adapter en quelque sorte la définition de ce qu'est un locuteur de langue régionale minoritaire et donc les critères qui devraient être respectés. Donc, en quelque sorte, il adapte la charte à sa propre logique de protection des minorités nationales. Alors, ces définitions, par référence à la notion de minorité nationale, mobilisent ensuite un autre critère absent de la charte, à savoir les résultats des recensements dans lesquels les citoyens déclarent leur langue maternelle. Alors, l'utilisation de ce critère en Serbie appelle plusieurs remarques. Premièrement, il ne se suffit pas à lui-même. L'État va adjoindre la pratique traditionnelle de la langue pour qu'elle soit considérée comme une langue minoritaire. Deuxième remarque, c'est un principe cardinal, il renvoie à un principe cardinal du droit des minorités, qui est le droit de libre identification. Principe classique, c'est-à-dire le droit d'un individu de déclarer son appartenance à une ou plusieurs minorités, ou à une minorité à la majorité, etc. etc. Et ce droit s'exerce notamment au moment des recensements ou des collectes de données. Troisièmement, ce critère mobilise la notion justement de langue maternelle que vous voyez affichée, c'est la définition donnée par l'État. Donc, il s'agit de la langue que l'individu a apprise au cours de son enfance, c'est-à-dire celle qu'il considère comme étant sa langue maternelle, si plusieurs langues étaient employées dans sa famille. Je ne suis ni linguiste, ni sociolinguiste, donc je ne connais pas la pertinence de cette définition, mais je trouve toujours étrange de définir une notion en incluant dans sa propre définition la notion qu'on entend définir. Donc là, vu qu'on a la langue maternelle, dans la définition de la langue maternelle, ça me semble un peu spécial. Tautologie. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, en Serbie, lors des recensements successifs, il y avait ensuite une liste de langues maternelles qui était établie par l'État. Et ceux qui déclaraient des langues qui n'étaient pas présentes dans cette liste étaient inclus dans la catégorie autres langues. Ce qui faisait qu'à l'origine, par exemple, le Gonialubat n'était pas, finalement, était inclus dans la catégorie autres langues, mais n'avait pas une existence en tant que telle dans le recensement, ce qui a freiné peut-être l'État à le reconnaître comme langue minoritaire. Donc, tout ça pour vous dire, et je conclus, qu'il y a une subjectivisation de l'identification des langues minoritaires en Serbie sous l'influence de cette logique de protection des minorités. Et cela révèle que finalement la charte est adaptée aussi à des situations comme la Serbie, mais pas que, où ils sont habitués à une protection des minorités nationales, mais aussi à des États qui n'ont pas cette logique-là. Par exemple, l'Espagne ou le Royaume-Uni, où la problématique minorité nationale n'est pas forcément présente dans le même sens. Alors, est-ce que cette logique-là permet d'identifier toutes les langues minoritaires présentes en Serbie? Les Grecs sont une minorité nationale. Ils ont un conseil national de la minorité nationale grecque. Pourtant, le grec n'apparaît pas comme une langue minoritaire en Serbie. Et ni le comité, ni l'État ne fournissent des éléments d'appréciation ou d'explication sur le fait pourquoi est-ce que le grec n'apparaît pas, finalement.
Ensuite, je suis tombé aussi sur la catégorie où je sais pas comment, les Égyptiens des Balkans, les HL, les Égyptiens. Bon, si j'ai bien compris, ils parlent l'albanais, donc il n'y a pas de qui est inclus dans le contexte de la charte. Mais bon, tout cela pour vous dire que j'ai eu plusieurs interrogations et justement ce qui démontre l'intérêt de nos rencontres. Je vous remercie. Moi, j'ai une remarque à faire, c'est plutôt une remarque, je vais essayer d'être très bref, hein, mais c'est une des plus belles conférences de phénoménologie que j'ai entendues jusqu'à maintenant, parce que toute votre perspective revient, et vous utilisez beaucoup le terme de phénomène, que les langues ne sont pas seulement des choses, ou ne sont pas seulement portées par des entités territoriales ou par des sujets, ce sont des phénomènes, et donc ça relève d'une phénoménologie, et donc ça implique objectivation, subjectivation, intersubjectivité, ça implique des techniques de réduction phénoménologique, c'est-à-dire soit une approche éthique, soit une approche émique, donc soit l'approche de l'expert, l'approche éthique, le rapport, et l'approche émique, celle des conseils, mais qui est une forme parmi d'autres de réduction phénoménologique de type émique, parce qu'il y a aussi la population elle-même, et dans son intersubjectivité avec le conseil, ensuite l'intersubjectivité du conseil avec l'État, en fait, avec le gouvernement, avec les entités européennes, en fait. Donc, c'est de l'intersubjectivité en cascade. Et par ailleurs, il y a une méthode aussi phénoménologique qui est impliquée en paquet cadeau. Enfin, c'est toute la question aussi quelle méthode appliquer. Donc, je suis assez surpris que on n'a pas l'impression que il y ait vraiment une méthode de linguiste en fait qui soit utilisée dans ces discussions. Je sais que j'ai déjà suggéré en Serbie d'introduire de la dialectométrie dans ces questions. Notamment, j'avais une collègue Biljana Sikinic de l'Académie des sciences, je lui en avais parlé, elle m'avait dit, mais tu sais, faire de la dialectométrie en Serbie, ça risque de jamais marcher, parce que justement, ce serait trop objectivant, donc de faire de la dialectométrie. Parce que ça, c'est une méthode phénoménologique, en fait, pour objectiver, donner les conditions d'objectivation. Donc ça, c'est ma remarque, en fait, c'est que c'est un magnifique exposé finalement ou connexion de phénoménologie, des droits linguistiques, de ces questions, je sais pas, enfin, comme ça peut faire réagir. C'est un peu de la provocation épistémologique. Hein, en fait, moi j'ai déjà travaillé sur la charte, mais j'avoue que j'ai pas travaillé sur la Serbie. J'avais choisi la Slovénie comme d'autres États dans mes travaux, c'était plus des travaux comparatifs. Là, appliquer une grille de lecture à cet état-là en particulier, j'avoue que j'ai découvert beaucoup de choses. Et justement, je pense que j'ai essayé de rendre les choses claires. Mais elles sont beaucoup moins claires que ce que j'ai pu présenter. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins clair. C'est-à-dire ce qui compte, les prises de position sur, par exemple, la différence langue-dialecte, elles sont pas moins tranchées, mais disons qu'il y a plusieurs critères qui se mélangent et on voit peut-être que l'État, même si les comités, ils sont un peu embarrassés par la question. Donc, ils essaient de noyer. Et justement, là où le juriste que je suis à des limites, c'est que je n'ai pas accès justement à ce contexte politique et à ce contexte que vous avez présenté sur le terrain, qui permet aussi d'éclairer certains de ces débats. Et même des considérations peut-être autres, c'est-à-dire plus géopolitiques, ou en tout cas des États qui sont autour. J'imagine aussi que l'État roumain a dû peut-être avoir son mot à dire sur est-ce que les Valaques sont vraiment une minorité nationale différente ou est-ce que c'est de la minorité roumaine, parce que s'ils sont tous de la même minorité, ben il y a l'effet de masse en quelque sorte. Ou la Hongrie, ce que vous disiez tout à l'heure, la Hongrie, à un moment donné, elle avait une politique qui consistait à permettre aux membres de la minorité hongroise dans les États autres, dans les États frontaliers, d'acquérir, je ne sais pas le bon mot juridiquement, mais la nationalité hongroise de manière finalement assez facile. Donc, est-ce que cela n'a pas participé également à la diminution du nombre des personnes appartenant à la Serbie? Voilà, mais ça, ce sont des aspects justement qui nécessitent une approche interdisciplinaire.
J'ai une petite remarque, c'est que le Bougnévals, par exemple, c'est nettement de l'icavien, c'est-à-dire que, enfin, je parle sous le contrôle de Xenia, n'est-ce pas, mais que c'est de l'icavien, donc qui est une variété dialectale assez fortement différenciée du croate standard, certes, mais en fait, les parlers icaviens, ben, il y en a sur toute la côte dalmate, ils sont eux-mêmes très diversifiés. Mais c'est pas pour autant que ça peut s'individuer comme langue différente. Ensuite, il y a de l'icavien aussi dans d'autres formes de diaspora même internationale, en fait, genre de transplantation de population à date ancienne, comme les Croates du Molise en Italie, qui sont aussi icaviens. Donc ça, pour la question de l'individuation sur le plan structurel. Mais après, la standardisation qui a été faite chez les Bougnievski, effectivement, ça a été très volontariste. Ça s'est développé ces dernières années avec une méthode phénoménologique, justement, qui est de la linguistique appliquée, pure et dure, et qui a donné un résultat qui est assez convaincant probant. Mais finalement, c'est par le fruit d'une décision et d'une action politique locale qui n'a pas lieu ailleurs dans d'autres endroits de l'espace icavien, qui est pourtant assez vaste et impliqué. Ensuite, pour le Valaque, mais le Valaque, c'est de ce que j'ai compris, c'est du roumain ou du daco-roman nord-danubien et non pas sud-danubien. Parce que tous les spécialistes de roumain sont d'accord pour reconnaître qu'il y a deux branches de ce qu'on appelle le roumain, mais en fait qu'on appelle le daco-roman, quand on prend comme quand on parle de gallo-roman par exemple pour Oil, Hoc et franco-provençal. Et donc si le valaque est nord-danubien, en fait ça veut dire qu'il est très proche du roumain et du roumain de Roumanie, alors que le daco-roman sud-danubien, c'est le mégléno-roumain ou l'aroumain ou l'istro-roumain même, en fait, qui s'est déplacé très au nord, mais mégléno-roumain et aroumain sont plutôt parlés dans le sud des Balkans. Et là, il y aurait matière à dire qu'effectivement, ce serait une langue différente, mais ça n'est pas pour autant, le valaque n'est pas pour autant du sud-danubien. Donc, en fait, ça peut être considéré comme un dialecte de daco-roman septentrional, autrement dit, très, très proche du roumain. Et par contre, la question de la dialectalité se pose beaucoup moins pour le hongrois, parce que c'est connu que le hongrois est une langue très unitaire, qu'il a pratiquement pas de dialecte, ou vraiment très superficiellement. Donc rien ne peut vraiment s'individuer dans le réseau dialectal hongrois. Et ma connaissance ne fait surtout pas à cet endroit. Donc là encore, phénoménologie à géométrie variable. Mais bon, j'avais dit, je suis trop bavard. Donc, on t'a pas cru, on imagine. Il y a quelqu'un où je peux... Juste, est-ce que je peux faire une remarque sur la remarque? remarque sur la remarque comme Pasolini. C'est sympa, ce n'est pas pour diminuer les mérites de Victor, mais le droit, quand il s'intéresse à des questions substantielles, s'il est bien fait, il est nécessairement phénoménologique, puisque ça consiste, pour parler de manière chicose, à subsumer des situations factuelles dans les normes. Donc, nécessairement, si on fait du droit de manière scientifique, c'est-à-dire pas dogmatique, en réalité, ça ne peut être, à mon avis, que phénoménologique. Tout à fait. Je dis ça parce que ça fait partie, avec Victor, de notre djihad, le bas vers le haut et non pas le haut vers le bas, comme le font la majorité des juristes qui font une espèce de dogmatique de plus ou moins haut étage ou bas étage. C'est juste pour ça, c'est pas pour, mais c'est pour dire, c'est dans notre correction du droit, c'est que c'est nécessairement phénoménologique. C'est un bon. Pardon, Alain. Non, pas du tout, au contraire. Moi, je suis ravi qu'on se retrouve, disons, à travers tout ce qu'on a rencontré. Entre phénomènes. Entre oui, phénomènes. Alors moi, juste une remarque par rapport, parce que c'est pas seulement pour ce qui se passe en Serbie, mais c'est cette question du traitement des dialectes par la charte ou du non-traitement. Donc, tu as évoqué ce qui est dit dans le texte de la charte, aussi dans le rapport explicatif. Or, il y a un truc, et là je te pose la question, dans le dit rapport explicatif, paragraphe 32, il a ça en tête.
il y a J'ai pas intérêt. une formulation qui va au-delà des dialectes de la langue officielle d'État, sous-entendu. D'ailleurs, on ne sait pas si, par exemple, ça concerne aussi les dialectes des langues officielles, par exemple, en régime territorial. Plus, c'est pas précisé. Mais le rapport 32, le paragraphe 32 dit que ça concerne aussi, plus largement, en fait, les variations locales ou les différents dialectes d'une même langue, sans préciser s'il s'agit de la langue officielle ou des langues régionales ou minoritaires. Alors, est-ce que, moi, j'ai pas, c'est un truc que j'avais soulevé à l'époque, hein, j'avais bossé là-dessus, et j'ai pas, par la suite, persévéré et vérifié s'il avait été tenu compte de cette précision qui n'en est pas vraiment une, ça reste un peu large, du rapport explicatif, disons, dans la mise en application de la charte, puisqu'on a de nombreux cas où nous, ce qu'on appelle des langues par individuation ou des langues par élaboration, sur des bases dialectales précises, avec derrière ça des attitudes de volontarisme tout à fait phénoménologiquement marquées, donc on est habitué à des statuts de langue sur le plan socio-linguistique à coup sûr, et finalement sur le plan juridique. Mais, à la différence, ce qu'il y a, et ça, c'est un paragraphe tout à fait riche en enseignement, par rapport au cas serbe, c'est qu'on a bien cette distinction qui est établie, que je ne crois pas voir dans notre pays entre langues minoritaires standardisées et celles qui ne le sont pas, le Bouillulac et le Biac. Elle l'est depuis 2018. Oui. Maintenant, ouais. Et même pour Oui, le Valais, Oui, changement, voilà. Mais c'est tout à fait récent. Non, mais les trois éléments de réponse. Bon, déjà, le rapport explicatif, il faut savoir que c'est un texte qui est établi au moment où le traité est adopté pour interpréter en quelque sorte certains aspects de. Voilà. Mais ce rapport explicatif en soi, il n'est pas obligatoire. Donc, par la suite, les acteurs, ils peuvent. Alors, dans quel cas est-ce qu'on a utilisé dans un sens opérationnel, en quelque sorte, c'est-à-dire pour inclure ou exclure une langue de la charge, cette distinction, langue-dialecte? À ma connaissance, les seuls fois où on l'a utilisé, c'est lorsque l'idiome en question était un dialecte, considéré comme un dialecte de la langue officielle. C'était le cas de l'elfe-dalien en Suède. De quoi De l'elfe-dalien. L'elfe, L'apostrophe, ELF, l'elfe. Je t'avais dit, Léo, Oui, que alors, dans sa thèse, Victor explorait des pistes. Tu connais Italien. Non, l'elfe dalien en Suède. Ah oui, l'elfe-dalien. l'elfe dalien en Suède, d'accord. Okay. Donc ça, cette langue, sur la base des travaux d'un sociolinguiste, a été considérée comme une dialecte suédois, donc malgré la volonté de l'auteur, qui voulait à ce que ce soit une langue, on l'a exclu, on l'a considéré que c'était un dialecte de la langue officielle. Pour le reste, à ma connaissance, je n'ai pas vu un débat où on a exclu de la protection de la charte un idiome qui serait le dialecte d'une autre langue minoritaire. Peut-être, donc, j'ai pas vu cet aspect-là qui serait clair. De façon volontariste, sous-entendu, ce serait de lui-même identifié comme étant une langue. Mais ça, voilà. Ce que j'ai pu voir, est-ce que, par exemple, mais ça, c'est une question, parce que c'est une question socio-linguistique. Quand tu posais la remarque et posais la question, j'ai pensé aux frisons. Parce qu'il y a le frison septentrional, il y a le frison. Il y a plusieurs types de frisons. Dans le cadre de la charte, dans le cadre de la charte, ils sont tous protégés. Donc, est-ce qu'il s'agit de plusieurs variantes de la même langue? Parce que si c'est le cas, et qu'ils sont tous protégés d'une manière un peu différente dans le cadre de la charte, cela veut dire qu'on a absolument ignoré ce que dit le rapport explicatif sur on ne va pas prendre en compte les variantes locales. J'avais regardé, mais je ne connais pas, je ne sais pas si c'est plusieurs types de frisons, est-ce que c'est des langues différentes ou est-ce que je n'ai pas regardé à l'époque de façon aussi
complète que toi, puis j'y suis pas revenu, mais j'avais juste remarqué cette disposition, enfin, c'est pas une disposition, ce paragraphe dans le rapport explicatif, qui n'a pas bien sûr le droit, mais je n'avais pas constaté qu'on s'y était référé. Non. Enfin, moi, je ne veux pas le voir. Voilà, Je pense qu'on accepte assez largement, finalement. c'est-à-dire que, bon, de toute façon, la question de la variation dialectale, elle n'est pas abordée par la charte, c'est aux États de se développer. Mais cette question par élaboration, enfin une langue qui s'individue par élaboration, c'est ce que Claus appelle Ausbau. Oui, Et donc là, c'est ce qui marche à plein pot apparemment pour le Bunyavad, l'Ausbau. Il y a beaucoup qui a été reconnu à travers l'adhésion et la ratification de la charte. Et par exemple, le Kfen, hein, pour le, par rapport au finnois, le Kfen ou le Meänkieli. Et le Ben, ça s'est fait par étapes, au bout de 2 ou 3 rapports. Et les chinois-chamiens, les experts ont demandé à l'État, ont clarifié votre position. Dites-nous si vous considérez que le Kven est une variante de 2 langues officielles, donc de vous, ou bien si on le considère comme une langue à part de fait par élaboration. Et il y a une décision, je ne sais plus si, je crois que c'est un décret ou en tout cas d'autorité, quoi, pour dire non, c'est une langue. Parce qu'il n'y a aucun doute que le Limbourgeois. Ah oui, Limbourgeois, oui. Ah oui, Limbourg, c'est en Hollande, il me semble. C'est un petit coin de sud de Hollande. Mais pour le Meänkieli et le Kven, c'est évident que c'est des dialectes finnois. Enfin, ça appartient. Sauf qu'ils sont de l'autre côté de la frontière et que du coup, ça justifie parce qu'effectivement, de facto. Et par ailleurs, il y a eu un petit coup d'Ausbau par-dessus, c'est-à-dire un petit coup de vernis de standardisation, de mise en forme, en fait, qui marche, qui est propre. Ce qu'on entend par là en Serbie. Est-ce qu'il y a d'autres questions en distanciel ou en présentiel, les étudiantes? Est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que Ksenia, tu as une remarque sur la présentation de Victor ou les points qu'il a soulevés? Tu étais d'accord? Ah ben tu m'as entendu dire oui, c'est ça. Donc, je trouvais que c'était très complémentaire. Et puis pour moi, c'est nouveau. Je ne me suis jamais intéressée à cette question. Et puis j'étais ravie de voir que la question Bunyevat, qui m'a intéressée par ailleurs pour des raisons politiques, que ça a trouvé sa place et qu'en effet, il y a eu ce va-et-vient entre l'État et puis les personnes qui ont examiné les textes. Comme ça, c'est pas forcément évident, ni l'attitude de la Serbie, ni ce cas de figure. Oui. Il y a eu une tentative de va-et-vient pour le Rutan en Ukraine. Ok. Pour l'achat. Et les histoires ont demandé, bon, alors qu'est-ce que vous faites avec le Rutan? Et donc la réponse est le Rutan, c'est une variation de l'ukrainien, quoi. C'est une réalité culturelle, historique, mais sur le plan linguistique, c'est en Serbie. Vous voyez en Moldavie. Allez voir en Serbie. Et puis ce que j'ai vu aussi chez Victor, l'ukrainien est bien précisé comme une langue, en plus du rutan. Oui, les deux sont mentionnés. Il y avait ça le mais oui, tout à fait. Une réponse. Oui. Donc, mais je veux dire, c'est mentionné dans la charte aussi. Deux types de réponses, c'est la réponse norvégienne pour le Kven et la réponse ukrainienne pour le Rutan. Les deux, disons, pour se comprendre aussi ou s'interpréter en fonction des contextes politiques.